chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chezeville à l'antenne. Très heureux de vous retrouver pour la dernière fois cette année pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Annus horribilis est une expression latine signifiant littéralement année horrible. En anglais, ça se dit horrible year. Pourquoi en anglais? Parce que cette expression annus horribilis fut utilisée par feu la reine Élisabeth II pour qualifier l'année 1992 dans un discours qu'elle prononça le 24 novembre de cette année-là à Guildhall, quelques mois après le 40e anniversaire de son accession au trône. Cette expression, dans son esprit, était en fait un jeu de mots qui faisait explicitement référence à Annus Mirabilis, l'année miraculeuse de 1666, célébrée dans un poème de John Dryden, publié en 1667. Pour la souveraine britannique, l'année 1992 avait effectivement été une annus horribilis. Cette année-là, en mars 1992, l'île Maurice, l'un de ses pays préférés, était devenue une république. Le même mois, son deuxième fils, le prince Andrew, se séparait officiellement de son épouse Sarah Ferguson après la parution dans la presse à scandale de photographies de la princesse embrassant un autre homme. Depuis, du fait de sa vie privée scandaleuse, ce prince a d'ailleurs été la cause de soucis autrement plus graves pour la défunte souveraine. Au mois d'avril, la princesse Anne divorça de son premier mari, le capitaine Mark Phillips. Puis, au mois de juin, le livre de la princesse Diana, Diana, Her True Story, révélait en détail la mésentente conjugale entre elle et son époux, l'héritier du trône, le prince Charles, et la liaison de celui-ci avec Camilla Parker Bowles. Ce nouveau scandale entraîna, au mois de décembre de la même année, la séparation officielle du couple. Enfin, 4 jours avant le discours de la reine, le 20 novembre 1992, sa résidence préférée, le château de Windsor, était la proie d'un grave incendie accidentel, causant entre autres la perte de nombreuses œuvres d'art. Depuis, cette expression latine, sortie de la bouche de la souveraine britannique, est entrée dans le langage courant, en particulier dans le langage des médias. À mon humble avis, 30 années après le discours de Guildhall, cette expression pourrait parfaitement servir à qualifier l'année 2022 qui s'achève, et ce, pour le monde entier. Je voudrais, pour justifier mon propos, revenir sur certains événements marquants qui ont assombri cette année 2022. Et la liste est loin d'être exhaustive et surtout elle n'est pas objective car elle correspond à ma perception propre, vue depuis l'endroit où je me trouve. Le 23 janvier 2022, donc, un coup d'État militaire renversait le président démocratiquement élu du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Comme si cela ne suffisait pas, un second coup d'État militaire renversa le régime issu de ce putsch le 30 septembre suivant. Tout au long de cette année, l'insécurité s'aggrava dans ce malheureux pays d'Afrique de l'Ouest, avec plusieurs attaques de groupes armés djihadistes qui firent des dizaines de victimes. Le 24 février, la Russie de Vladimir Poutine lança
une vaste offensive contre l'Ukraine. En cette fin d'année, à l'heure où je parle, cette guerre n'est toujours pas terminée et aucune perspective de paix n'apparaît à l'horizon. Ce conflit a causé d'immenses destructions en Ukraine et il a fait des dizaines de milliers de morts civils et militaires. Et une large portion du territoire ukrainien est toujours occupée par les troupes russes. À elle seule, cette guerre justifierait largement le nom que j'ai donné à cette année 2022, Annus Horribilis. Le 21 mars, après un long coma dans une chambre très surveillée de l'hôpital nord de Marseille, mourait Ivan Colonna, détenu depuis son arrestation en 2003 au terme de 5 années de clandestinité. Il a été victime de l'agression brutale et injustifiée de l'un de ses co-détenus, un terroriste islamiste endurci, à la prison d'Arles. Ivan Colonna, qui a toujours clamé son innocence, avait été condamné à la prison à perpétuité sans preuve ni aveu pour l'assassinat du préfet de Corse en 1998. L'agression dont a été victime Ivan Colonna, puis son décès, ont suscité une énorme vague d'indignation en Corse. Partout dans l'île, des rassemblements et de grandes manifestations ont eu lieu pour exprimer la colère et la soif de justice. Le 24 mai, un jeune homme de 18 ans ouvrait le feu dans une école d'Uvalde, au Texas. Le bilan a été de 21 morts, dont 19 enfants. Les parents d'élèves ont reproché aux forces de l'ordre d'avoir tardé à intervenir. L'auteur de la tuerie ayant pu rester pendant plus de 40 minutes à l'intérieur de l'établissement. Aux États-Unis, depuis le début de cette année terrible, ce sont au moins 622 fusillades de masse qui ont eu lieu, soit l'équivalent de 2 par jour, selon l'ONG américaine Gun Violence Archive. Le 8 juillet, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe était tué par balle lors d'un discours public en vue des élections sénatoriales dans la région de Nara, à l'ouest du pays. En tant que Premier ministre, Shinzo Abe détenait un record de longévité. Il avait dirigé le gouvernement nippon de 2012 à 2020 avant de démissionner pour raison de santé. Le 25 juillet, la junte militaire au pouvoir en Birmanie a exécuté 4 prisonniers, dont un ancien député pro-démocratie du parti d'Aung San Suu Kyi et un célèbre opposant. C'est la première application de la peine de mort en Birmanie depuis plus de 3 décennies. Depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021, des dizaines d'opposants à la junte ont été condamnés à mort, mais aucune exécution n'avait eu lieu jusqu'à présent. Aung San Suu Kyi elle-même languit toujours en prison, et au cours de cette année qui s'achève, la pseudo-justice de la junte lui a infligé plusieurs nouvelles peines de prison, toujours pour des motifs dérisoires, voire montés de toutes pièces. Le 2 août, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis a effectué une visite officielle à Taïwan, ce qui a suscité un regain de tension entre le régime de Pékin et l'île, mais aussi entre Pékin et Washington. Depuis cette visite, les incursions aériennes et navales à proximité des côtes taïwanaises se sont multipliées et Xi Jinping, l'autocrate chinois, ne fait pas mystère de sa volonté de prendre le contrôle de Taïwan à tout prix, même au prix de l'usage de la force armée. La menace d'une guerre entre la Chine et Taïwan, et donc entre la Chine et les États-Unis, est toujours présente en cette fin d'année, et il faudra
être très attentif à l'évolution de la situation dans cette partie de l'Extrême-Orient en 2023. Le 12 août, alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence lors d'un festival littéraire dans l'État de New York, l'écrivain britannique Salman Rushdie, 75 ans, a été poignardé au cou. S'il a survécu à cette tentative d'assassinat, l'auteur des versets sataniques a, selon son agent, perdu la vue d'un œil ainsi que l'usage d'une main, entre autres graves séquelles. Début novembre, malgré tout, son dernier recueil, un recueil d'essais intitulé « Langage de vérité, essai 2003-2020 », a été publié aux éditions Actes Sud, pour ce qui est de la version française. Je rappelle que Salman Rushdie avait été l'objet d'une fatwa de l'ayatollah Khomeini il y a fort longtemps, ça devait être à la fin des années 80, précisément à cause de son livre qu'il a rendu célèbre, Les versets sataniques. Il est donc probable que le terroriste qui a porté ses coups de poignard à Salman Rushdie agissait pour accomplir la fatwa prononcée par le défunt ayatollah Khomeini. Le 15 août, après plus de 9 années de présence, les troupes militaires françaises de l'opération Barkhane ont quitté le Mali. Les quelques 300 légionnaires et troupes de marine parachutistes ont été redéployés sur une base aérienne à Niamey, au Niger, et 250 autres soldats à la frontière avec le Mali. Ce retrait aurait dû être considéré comme une bonne nouvelle si le Mali avait retrouvé le calme, la sécurité et la stabilité. Ce n'est malheureusement pas le cas. Les attaques djihadistes sont multipliées et les forces gouvernementales ainsi que les hommes de la milice russe Wagner sont accusés d'avoir perpétré des tueries. Le 18 août, un phénomène météorologique sans précédent frappait le littoral occidental de la Corse, provoquant d'énormes dégâts et surtout causant la mort de 4 vacanciers et d'un malheureux pêcheur d'Iroulade. Le 30 août, disparaissait à Moscou une figure politique majeure du XXe siècle, Mikhaïl Gorbatchev, âgé de 91 ans. Dernier secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union des républiques socialistes soviétiques, puis dernier président de l'URSS, il aura passé 6 années au Kremlin, de 1985 à 1991, et joué un rôle essentiel dans la chute du mur de Berlin en 1989, dans la disparition du bloc de l'Europe de l'Est, et enfin dans celle de l'Union soviétique. Le 8 septembre, l'auteur de l'expression Annus Horribilis disparaissait à son tour, à l'âge respectable de 96 ans, et son fils aîné devenait roi sous le nom de Charles III. Le 16 septembre, l'annonce de la mort de Mahsa Amini, une jeune femme iranienne, après son arrestation par la police des mœurs, déclenchait un mouvement de révolte en Iran. Depuis, les femmes retirent leur voile en public et les manifestations contre le pouvoir ainsi que les grèves se sont multipliées. Depuis le début du mouvement, des milliers de personnes ont été arrêtées et des dizaines de protestataires risquent la peine de mort, selon l'ONG Iran Human Rights. 2 d'entre eux ont d'ailleurs déjà été pendus. Le 23 septembre, le Premier ministre pakistanais a annoncé que les inondations recouvraient 1/3 de son pays et qu'elles avaient provoqué la mort de près de 1600 personnes depuis la mousson mi-juin. Dans la série des mauvaises nouvelles de l'année 2022, je n'hésite pas à inclure la reconduction dans ses diverses fonctions du dirigeant chinois
Xi Jinping à la tête de la Chine depuis 10 ans. Il s'est assuré un 3e mandat à l'occasion du 20e congrès du Parti communiste chinois qui s'est tenu du 16 au 22 octobre. Le 20 octobre, Liz Truss a démissionné au terme de 44 jours seulement en fonction comme Premier ministre du Royaume-Uni. C'est le mandat le plus court d'un Premier ministre de toute l'histoire du Royaume-Uni. L'ex-banquier et membre du Parti conservateur, Rishi Sunak, lui a succédé 5 jours plus tard, devenant le 3e Premier ministre en 2 mois dans un pays plongé par une grave crise économique et sociale. Notons que c'est la première fois dans l'histoire du Royaume-Uni qu'un homme originaire d'une ancienne colonie britannique, l'Inde pour ne pas la citer, devient Premier ministre. Le 12 décembre, de pseudo-manifestants azerbaïdjanais ont bloqué le corridor de Latchine, l'unique route reliant l'Artsakh au monde extérieur. L'Artsakh, rappelons-le, c'est le Haut-Karabakh. Au moment où cette émission est enregistrée, ce blocus se poursuit et il est doublé d'une coupure de l'approvisionnement en gaz du territoire. Et la situation en Artsakh, en plein hiver, est devenue dramatique. Les habitants ne peuvent plus se chauffer, les étals des magasins sont presque vides et des patients devant être évacués vers des hôpitaux arméniens meurent. Malgré les protestations internationales, malgré la présence d'une force de maintien de la paix russe, le blocage se poursuit. Cette crise fait suite à une succession ininterrompue, tout au long de l'année, de provocations militaires azerbaïdjanaises le long de la ligne de cessez-le-feu ainsi que le long de la frontière arménienne. Ces tirs et ces incursions armées ont causé la mort de nombreux civils et militaires, tant artsakiotes qu'arméniens. Le 23 décembre, un individu âgé de 69 ans, tout juste libéré de prison, a ouvert le feu aux abords d'un centre culturel kurde situé rue d'Enghien à Paris. Animé par des motivations racistes, il a tué 3 personnes, 3 Kurdes, et blessé 3 autres. Cet événement a provoqué de nombreuses manifestations kurdes à Paris et dans d'autres villes de France, et ces manifestations ont parfois dégénéré en violence, saccage et affrontements avec les forces de l'ordre. Pour expliquer la colère de ces Kurdes réfugiés en France, il convient de rappeler que 10 ans plus tôt, 3 militantes kurdes du PKK, le Parti des travailleurs kurdes, avaient été assassinées dans le 10e arrondissement de Paris, chacune de plusieurs balles dans la tête. Selon la justice française, il est probable que les services secrets turcs, le MIT, aient été impliqués dans ce triple meurtre. Les manifestants kurdes ont donc présumé que ces mêmes services avaient également joué un rôle dans la fusillade du 23 décembre dernier, même si c'est loin d'être avéré. Rappelons que tout au long de l'année, les Kurdes ont subi la répression du pouvoir turc en Turquie et qu'ils ont aussi subi les bombardements et les incursions militaires turques en Syrie et en Irak. Le 23 décembre, la tempête Nalgae s'est abattue sur les Philippines. Le bilan provisoire s'élève à 98 morts. La plupart de ces victimes sont décédées dans des glissements de terrain et des inondations à Mindanao, la grande île du sud de l'archipel, après de fortes pluies. La tempête a en outre frappé l'île principale de Luzon pendant la nuit du 24 au 25 décembre, balayant tout sur son passage et causant des coupures d'électricité. En moyenne, 20 typhons et tempêtes frappent chaque année les Philippines, tuant habitants et bétail sur leur passage et ravageant fermes, maisons, routes et ponts. À mesure que la planète est touchée par le réchauffement climatique, les tempêtes et les typhons deviennent de plus en plus puissants, avertissent les scientifiques. Le 26 décembre, le président de la République de Serbie
a ordonné à l'armée serbe d'être au plus haut niveau de préparation au combat, c'est-à-dire au niveau de l'utilisation de la force armée, a déclaré le ministre serbe de la Défense, Milos Vučević. Le ministre serbe de l'Intérieur a indiqué par ailleurs que toutes les unités à la frontière du Kosovo passeraient immédiatement sous le commandement du chef d'état-major général. La présence militaire serbe le long de la frontière va être relevée de 1500 à 5000 soldats. Ce regain de tension fait suite aux événements qui se sont déroulés au Kosovo, où plusieurs centaines de Serbes du Kosovo ont érigé, depuis le 10 septembre, dans le nord du territoire, des barrages pour protester contre l'arrestation d'un ancien policier serbe du Kosovo, arrestation qui a donc suscité des manifestations et ces barrages, paralysant la circulation vers les deux postes frontaliers avec la Serbie. Rappelons que la Serbie ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo, proclamée en 2008, et que cette ancienne province méridionale de la Serbie est le berceau historique du peuple serbe, mais qu'il est devenu, au fil des siècles, peuplé très majoritairement d'Albanais essentiellement musulmans. Depuis, les Serbes du Kosovo sont devenus des étrangers sur leur propre terre, tout en étant demeurés très attachés à leur culture et à leur religion chrétienne orthodoxe, et à leur lien avec leur patrie serbe. Va-t-on vers un nouvel embrasement des Balkans, à l'image de ce qui se passa dans la région dans les années 90? Une chose est sûre, en ces derniers jours de l'année, la situation est en train de s'envenimer entre la Serbie et le Kosovo. Pour conclure cette émission, je voudrais malgré tout tenter de citer quelques bonnes nouvelles reçues durant cette Annus Horribilis. Là non plus, la liste ne sera pas exhaustive, je pense. J'en citerai donc quelques-unes. Le 30 octobre, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a été élu président du Brésil. Il va prêter serment dans quelques jours, le 1er janvier 2023, malgré toutes les tentatives des partisans du président sortant Bolsonaro pour interrompre le processus démocratique. Espérons que cette entrée en fonction ouvrira une ère nouvelle pour le Brésil et en particulier, bien sûr, pour les peuples autochtones de ce pays. Le 2 novembre, en Afrique du Sud, un accord de paix a été signé entre le gouvernement éthiopien et la rébellion tigréenne. Cet accord a mis fin à un meurtrier conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés et réfugiés. Enfin, en ce qui me concerne, je voudrais parler quand même d'événements positifs qui se sont produits durant cette année 2022. Le petit projet que j'avais lancé pour le peuple autochtone du Brésil, Enaonenawe, à la fin de 2021, a pris de l'ampleur, s'est développé, et tout au long de l'année, nous avons été en mesure de fournir du matériel scolaire à cette petite école communautaire, permettant ainsi à ces écoliers amérindiens du bout du monde d'apprendre à lire et à écrire et d'acquérir des connaissances essentielles. J'en profite pour remercier les personnes qui ont contribué à ce petit projet. J'ai particulièrement été touché par le geste d'un jeune Congolais que j'avais aidé autrefois, il y a une quinzaine d'années, pour sa scolarité, qui depuis a obtenu a fait de brillantes études à l'université aux États-Unis et a trouvé une bonne place dans une grande société américaine. Eh bien, ce jeune a spontanément contribué de manière significative à notre projet en contribuant à la cagnotte litchi.com que j'avais mise en place. Qu'il en soit bien sûr remercié, mais ce geste parmi tant d'autres
m'est allé droit au cœur, je l'avoue. Ceci étant dit, comme vous le savez, chers amis auditeurs, j'essaye, tant bien que mal, de continuer à soutenir certains jeunes albinos en Afrique, au Malawi, mais surtout au Congo. Et j'avoue que ça devient de plus en plus difficile de trouver l'argent nécessaire pour payer la scolarité, en particulier celle d'Aubin, ce jeune albinos congolais que nous avons mis à l'abri et scolarisé depuis maintenant bientôt 10 ans. Il est aujourd'hui en dernière année d'école secondaire et il doit payer l'équivalent de $140 dans la première semaine de janvier. Je ne sais pas comment nous allons faire pour réussir à trouver cet argent. Ça devient très très compliqué. Malgré tout, c'est quand même positif que ce jeune ait accompli ce long chemin dans sa réinsertion dans son pays d'origine, dans sa communauté d'origine, et qu'il ait réussi à arriver jusqu'où il est arrivé, c'est-à-dire à accomplir ses études secondaires. Là aussi, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé de temps à autre pour payer la scolarité d'Aubin. C'est sur ces mots que je vais conclure cette émission, en espérant que la première émission de l'année 2023 sera un peu plus optimiste que celle qui conclut cette Annus Horribilis 2022. Je vous souhaite une excellente année, un bon réveillon et à très bientôt.